Bonjour à tous. Merci de participer à ce webinaire Itavi sur l'évolution du marché de la volaille de chair en France et dans le monde. Donc, je suis Maëva Gégour, rédactrice en chef de la revue Filière Avicole, et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire où vous pourrez suivre la présentation de Simon Fourdin, directeur du pôle économie de l'Itavi depuis le printemps dernier. Donc, je vous encourage à poser vos questions sur le chat à l'issue des différentes parties. Donc, il y aura donc 5 sessions de questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions soit pendant la présentation, soit pendant la période de questions. Il n'est jamais trop tard pour poser des questions. Donc, on compte sur votre participation. Bien entendu, nous remercions les sponsors de ce webinaire, Biochem, CCPA, Ubar et Tecna. Donc, Simon, je te transmets le relais. Merci. Maëva. Alors, donc, ce matin, on va parler... Alors, j'espère que le son est bon. Je sais pas si vous avez un petit Pour moi, c'est bon. Le marché donc, de la volaille de chair en France et dans le monde. Et donc, on va déjà revenir un petit peu sur les épisodes précédents, sachant que 2022 est une année quand même très atypique, puisqu'on a eu les conséquences de la crise du Covid-19 qui a eu encore des impacts sur le début d'année 2022, hein, même si ça nous paraît peut-être très lointain maintenant, il y avait encore des restrictions au niveau restauration, le pass vaccinal, etc. La crise Covid-19 a quand même beaucoup bouleversé les marchés, on le verra sur certains graphiques. Après, bien sûr, pour la filière volaille, il y a la crise influenza qui a été particulièrement forte sur le dernier épisode, fin 2021, début 2022, et notamment qui a touché en France le Grand Ouest, en plus du Sud-Ouest qui avait déjà été touché les années précédentes, et notamment la région Pays de Loire et le département de la Vendée. Et donc ça a énormément de conséquences sur la production, bien évidemment. Et puis enfin, qui concerne bien au-delà de la filière volaille uniquement, mais les impacts de la guerre en Ukraine, avec la hausse des cours des matières premières, la hausse du coût de l'énergie dont on entend de plus en plus parler là, ces derniers jours, les problèmes aussi des fois de certaines disponibilités de certaines matières premières. Donc c'est pas qu'une question de coût, ça peut être une question aussi de disponibilité des matières. Et puis l'inflation, dont on entend beaucoup parler aussi dans les médias, toutes filières confondues. Alors la présentation, comme tu viens de le préciser, Maëva, donc, va se découper en 5 parties. Donc un focus quand même sur le contexte matière première qui est très particulier pour cette année, l'impact de la grippe aviaire en France et en Europe, l'état des lieux de la consommation de viande de volaille, les échanges importation-exportation, et enfin la production de viande de volaille et les estimations de prévisions de production pour 2022 sur les différentes filières. Alors sur le contexte matière première, donc quelques graphes, hein, mais on aurait pu en prendre beaucoup d'autres pour illustrer ce qui est en train de se passer. Donc là, on a pris l'exemple sur le blé. Quand on a sur le graphique de gauche la moyenne olympique des dernières années, on était sur un blé entre 180, 190 jusqu'à 200 euros la tonne. En 2021, il y avait déjà une augmentation significative, hein, avant tout le contexte géopolitique que l'on connaît actuellement. Et puis en début 2022, et donc notamment suite au début du conflit ukrainien, là, il y a une forte hausse. On a eu des montants du blé qui ont pu atteindre les 400 euros la tonne. Alors, depuis ces quelques mois, on a eu une légère descente sur le prix, mais qui reste à des niveaux quand même records par rapport à ce qu'on a pu connaître sur ces dernières années. Alors, pour vous donner un petit peu une illustration de l'impact de la guerre ukrainienne, hein, donc petit rappel, hein, Russie, premier exportateur de blé, l'Ukraine, cinquième au niveau mondial, hein, donc c'est deux grands faiseurs sur le marché des céréales et sur d'autres matières, hein, on a parlé beaucoup du tournesol, sur d'autres matières premières. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'en Ukraine, donc avec la difficulté pour les Ukrainiens de pouvoir exporter leurs céréales qui sont bloquées dans les différents ports ukrainiens, et Odessa notamment, donc il y a eu la difficulté de faire partir ce qui était encore stocké actuellement dans les greniers ukrainiens avant la nouvelle récolte qui arrivait donc, en Ukraine. Et donc là, l'Union européenne a mis en place ce qu'ils appellent les Solidarity Lanes. Et donc le but, c'était de faire partir par différents types de transports, hein, de ne pas se concentrer uniquement sur la voie maritime qui était un petit peu au niveau de la mer Noire, qui était un peu bloquée par le conflit, et donc
ferroviaire, par route, et cetera, d'essayer de faire sortir le maximum de céréales des stocks ukrainiens. Et donc là, à l'heure actuelle, en août 2022, on estime à peu près 10 millions de tonnes qui ont pu être sorties des stocks ukrainiens, mais sur 20 millions de tonnes au total, donc il y a quand même encore à peu près la moitié qu'on n'a pas réussi à faire sortir de l'Ukraine. Et donc, il y a aussi l'initiative, donc c'est surtout l'Union européenne qui a pris le lead sur cette sortie de céréales, mais il y a aussi, bien sûr, l'ONU qui a mis en place aussi certaines choses. Alors, au niveau du coup de ces différentes conséquences un peu géopolitiques sur le prix des matières premières, alors c'est extrêmement difficile de faire des projections dans un contexte aussi incertain, mais on essaie de mettre un petit peu quels sont les éléments qui pourraient stabiliser ou faire baisser les cours dans les prochains mois, ou à l'inverse, les facteurs qui pourraient entraîner une nouvelle hausse. Donc, dans les éléments plutôt favorables pour faire baisser les cours, il y a l'excellente récolte de canola, donc le colza canadien, donc une détente sur la tension sur les graines européennes par rapport à ça. La poursuite, donc ce qu'on vient de montrer juste avant sur les Solidarity Lanes et la possibilité de continuer les efforts pour pouvoir faire sortir les céréales ukrainiennes à l'export et espérer de pouvoir retrouver une situation de retour d'avant-conflit. Et éventuellement aussi la possibilité que la Russie, qui est donc le premier exportateur au niveau du blé et un grand exportateur de pas mal d'autres matières premières, qui puisse continuer à pouvoir exporter également, et qu'il n'y ait pas de pays qui essayent de faire des stocks nationaux qui peuvent un peu bouleverser les marchés. À l'inverse, sur les éléments plutôt qui pourraient entraîner une nouvelle hausse, il y a la Chine, la Chine qui est forcément, dès qu'elle choisit une orientation, peut peser énormément sur les marchés. Donc là, il y a avec les conséquences de la sécheresse, le risque d'un retour massif de la Chine sur le marché des imports, et là, ça peut très vite bouleverser les équilibres. La possibilité, comme nous sommes dans un contexte géopolitique extrêmement perturbé, de l'exclusion de la Russie du commerce mondial. Alors pour l'instant, ce n'est pas du tout ce qui est envisagé à court terme, mais vu les dégradations de relations, c'est quelque chose qu'on peut envisager. L'autre point de contexte géopolitique tendu du moment, c'est quand même la dégradation de la situation à Taïwan et la relation entre les États-Unis et la Chine sur ce sujet. Donc là, pareil, ça pourrait avoir des répercussions aussi sur les marchés. Et puis, bien sûr, et on l'a vu en France là sur cet été, l'insécurité climatique, avec quand même certaines zones du monde qui ont des grosses difficultés à faire face aux aléas climatiques. Et puis aussi le risque énergétique, on en a parlé, on y reviendra aussi, sur un coût de l'énergie qui explose et qui peut impacter différentes chaînes de production. Et même s'il y a des adaptations sur tout ça, c'est la capacité de s'adapter à vitesse rapide. Donc les conséquences de tout ça, on le retrouve directement sur l'aliment, le coût de l'aliment matière première, et notamment sur l'indice aliment de l'Italie. Donc pour vous donner un petit peu de rétrospective sur l'indice, là on a pris uniquement sur le poulet standard, parce que les courbes sont assez parallèles pour toutes les filières. Sur le poulet standard, donc en août, donc août 2022, on arrive sur un indice à 164,8. Un rappel, la base 100, c'était en janvier 2014. Et rien que sur une année, donc c'est plus 38,5%. Et si on fait sur 2 années, on atteint même 80% de hausse sur l'indice aliment. Donc c'est vraiment quelque chose d'inédit depuis la création de cet indice, et indice sur lequel repose quand même énormément de contrats en aviculture. Alors la petite nouveauté entre guillemets qu'on a aussi sur les matières premières, c'est qu'auparavant c'était vraiment, on l'a vu, donc céréales et aussi bien sûr soja, etc., qui étaient les matières premières aliments qui étaient en forte hausse. Mais là, il y a quelque chose d'autre qui est en train de se dessiner depuis quelques mois, c'est la hausse sur les prix de l'énergie. Alors sur le carburant, c'était déjà quelque chose qu'on connaissait, il y avait pu avoir des fluctuations importantes. Mais ce qui était un peu moins courant, c'était sur l'électricité et le gaz, où les évolutions de prix étaient quand même assez limitées, enfin avec des variations assez limitées. Et là, on voit bien que sur 2022, là, sur le premier semestre 2022, là, jusqu'au mois de juillet 2022, là, sur le graphe qui est à l'écran, on a des hausses extrêmement conséquentes. Donc, l'électricité à plus 8,2% au mois de juillet par rapport à juillet de l'année dernière, le gaz 18,1%, le carburant 67%. Et si on regarde par rapport
2 ans en arrière, on a des évolutions encore plus importantes, bien sûr, avec 11 pour l'électricité, 22 pour le gaz et 121 pour le carburant. Alors même d'ailleurs sur le graphe, le carburant a tellement des variations extrêmement élevées que, ça écrase un peu les courbes, électricité et gaz, mais, on est quand même avec des niveaux, enfin avec du gaz à presque 20 de hausse, sachant que la hausse est loin d'être terminée, hein, vu ce qui est en train de se passer sur le contexte, avec la Russie. On va atteindre, aussi des records sur les coûts d'énergie. Alors, directement, ça a des conséquences sur le coût de production, du poulet, hein, donc là, c'est un repère en base 100, en 2019 et ça permet de voir que par rapport à 2019, la hausse, totale du coût de production, jusqu'au alors là, 1er trimestre 2022 sur l'avant-dernier histogramme et sur, T2 2022, le 2e trimestre 2022 pour le dernier histogramme et donc on arrive à des hausses de 47 sur le T2 2022 et bien sûr qui vont continuer d'évoluer sur le 2e semestre 2022. Alors sur ce graphe, donc bien sûr, c'est l'aliment, hein, qui représente la plus forte, partie de la hausse du coût de production puisque l'aliment déjà lui-même est 65 à 70 du coût de production, donc forcément, une hausse sur l'aliment, ça impacte très fortement le coût de production. Mais ce qui risque de se produire sur les mois qui viennent, c'est sur cette partie qui pour l'instant était assez stable au niveau énergie et autres charges, qui risque de croître fortement sur les mois à venir. Alors là, comment ça a été donc sur la partie aliments, c'est indexé hein, sur le coût matière première indice Itavi et pour les projections. Et pour l'énergie, c'est par rapport à l'IPAMPA Énergie, qui couvre quand même une diversité de situations. Certains éleveurs ayant des contrats avec comment dire, des prix garantis, d'autres non, d'autres qui doivent renouveler leur contrat actuellement. Donc, à l'intérieur de ce chiffre moyen, ça peut gommer quand même une très forte disparité entre les éleveurs et certains peuvent avoir ceux qui doivent renégocier actuellement là tout de suite des contrats énergétiques peuvent se retrouver avec des hausses extrêmement importantes, des plus 100% et ce genre de hausse complètement inédite. Donc ça, voilà, ça masque une très forte disparité et une problématique sur la partie énergie qui était, pour l'instant, on va dire, assez peu regardée par rapport à la partie aliments. Et puis enfin, la dernière diapo, je crois, sur la partie matières premières, c'est quand même l'effet du taux de change. L'euro a jamais été aussi faible, à part au tout début, à la création de l'euro, dans les années 2001-2002, mais sinon, il n'avait jamais été aussi faible par rapport au dollar. Donc aujourd'hui, 1 euro égale 1 dollar, même un tout petit peu moins là, depuis ces derniers jours, on est même à 0,99. Et donc le dollar, parce que le dollar reste une valeur refuge en temps de crise, hein, donc ça c'est ce qui a toujours été vérifié par le passé et ça se retrouve encore actuellement. Et pour rappel, hein, donc le fait d'avoir un euro qui est plutôt faible, donc ça peut être plutôt positif pour ceux qui exportent. Par contre, ça peut être plutôt une difficulté pour les importations. Donc voilà, donc ça peut aussi avoir un effet au niveau des marchés et notamment du marché de la viande et de la volaille. Donc là, un petit focus sur l'impact grippe aviaire au niveau France et au niveau Europe. Donc là, on a repris. Alors là, autre difficulté hein, sur la grippe aviaire, c'est qu'il y a pas mal de. Enfin, il est difficile d'avoir des sources extrêmement précises sur les nombres d'animaux abattus. Il y a plusieurs nombres qui peuvent circuler dans la presse selon l'origine des sources. Donc là, ce qu'on a présenté à l'écran, là, c'est les sources de l'EFSA, hein, donc l'Agence européenne sanitaire, équivalent de l'ANSES au niveau européen. Et donc, pour vous montrer en fait sur cette première diapo, c'est qu'en France, en termes de nombre, hein, donc on parle de 16-18 millions de volailles abattues, la proportion est quand même importante en canard, ça on en a beaucoup parlé, mais si on fait la somme de tous les galus, hein, que ce soit pour le poulet de chair, la pondeuse, la repro aussi, hein, qui a été fortement touchée, on en a parlé parce que les Pays de Loire ayant été touchés, étant une grande zone pour la partie repro, ça a impacté tout ce maillon de la chaîne. On obtient quand même aussi une conséquence importante pour la totalité des galus. Et aussi, il y a d'autres filières dont on parle moins, mais qui ont été quand même beaucoup touchées. Bien sûr, je pense à la dinde, la pintade, même les cailles ont été touchées. Enfin voilà, ça concerne vraiment toutes les filières ont pu avoir des conséquences importantes. Et pour rappel, au niveau européen, s'il y a d'autres pays qui ont été touchés à part la France reste quand même de très très loin le premier pays touché, hein, avec presque la moitié des cas de l'Europe.
En France, donc notamment la zone Pays de Loire et principalement le département de la Vendée, ont concentré quand même une très, très grande proportion des cas recensés en France. Et d'ailleurs, l'autre grande difficulté par rapport à la validité des données, c'est que l'épisode, en fait, il est difficile vraiment de déterminer un début, une fin, puisque malheureusement, comme on l'entend là, c'est suivi de près dans la presse actuellement, mais il y a des nouveaux cas qui arrivent et le risque d'endémisation de la maladie qui fait que c'est plus quelque chose de saisonnier, mais quelque chose qui risque malheureusement de s'étaler dans le temps. Alors, il y a eu des estimations de fait, du coup, par l'Italie, donc c'est vraiment des premières estimations pour essayer de chiffrer la perte en chiffre d'affaires de la grippe aviaire. Donc là, en fait, vous avez pour la partie chiffre d'affaires sortie élevage, donc on n'a pas considéré les palmipèdes gras, le foie gras dans ce graphique, ni les œufs, ni la couvage, ni l'export. C'est vraiment que le maillon, vraiment production en tant que telle de volailles de chair sortie élevage. On estime à 360 millions globalement la perte en chiffre d'affaires. Un peu plus de 360 millions. Je vous dis, il faut prendre ça plutôt comme des fourchettes que comme des chiffres extrêmement précis pour l'instant. Et donc, ça serait moins 154 millions en poulet, qui est forcément le plus touché de par son poids relatif dans la filière. Les dindes, 108 millions. Les canards à rôtir, 80. Et les pintades, 30 millions. Ce qu'il ne faut pas oublier également, donc c'est dans le petit tableau de droite, c'est les signes officiels de l'été qui ont été aussi beaucoup touchés, où là on estime à peu près 84 millions pour les différents SICO. On en a déjà parlé, mais sur la partie sélection à couvage, ça a été fortement touché aussi par la grippe aviaire. Et là, à l'écran, vous voyez donc la perte en chiffre d'affaires pour l'exportation des différents couvoirs de France. Et donc là, on a une perte estimée à 110 millions d'euros de chiffre d'affaires au total, avec bien sûr la partie poussin qui a été qui est pareil par rapport à son poids relatif dans la filière, donc de 53 millions environ, les œufs à couver de près de 40 millions, et puis les canetons. Et le problème d'ailleurs sur les canetons, c'est qu'actuellement, il y a toujours la difficulté à avoir de la disponibilité en caneton encore plus fortement qu'en poussin. Donc là, à peu près 10 millions d'euros et les dindonos, 6,4. Donc là, maintenant, on va aborder la thématique de la consommation de volailles en France et en Europe. Alors, avant de rentrer sur des chiffres du poids de la consommation en France et en Europe, un petit rappel aussi, mais ça fait le pendant sur lequel on a déjà discuté, c'est le taux d'inflation qui forcément impacte le pouvoir d'achat des ménages. En France, on est à plus 6,8% par rapport à l'année précédente, au mois de juillet 2022. C'est extrêmement élevé, mais c'est beaucoup moins élevé déjà que le reste de la zone euro qui est plutôt à 8,9. Là, j'entendais les derniers chiffres ce matin, on est passé peut-être au mois d'août à 9,1 ou 9,2. Donc la France est plutôt dans les moins impactés, même si c'est extrêmement élevé, 6,8%, on le voit bien, là, c'est des montants qu'on n'avait pas eu depuis des décennies. Mais il y a d'autres pays Union européenne ou hors Union européenne, comme le Royaume-Uni, là on a entendu parler des plus 10%, la Pologne c'est plus 15%, l'Espagne, l'Italie, etc., ils sont aussi plutôt dans les 10%. Donc tout ça impacte énormément forcément, peut impacter, en tout cas on peut retrouver sur les consommations des effets de ce fort niveau d'inflation. Mais là encore, il peut y avoir des décisions, aujourd'hui la Banque centrale européenne doit décider de nouveaux taux directeurs et pour essayer de contenir l'inflation. Donc effectivement, selon les réactions des banques centrales ou de la Fed aux États-Unis, ça peut énormément moduler l'effet de l'inflation. Et comme là, il y a vraiment la question énergétique qui n'est pas très dépendante de l'Union européenne, mais dépendante de l'extérieur, on ne peut pas complètement la réguler au maximum, quoi. Elle est dépendante de facteurs extérieurs à l'Union européenne. Et donc, ça, on en entend beaucoup parler dans les médias généralistes. Donc, c'est la question sur le pouvoir d'achat des ménages. Et donc, il y avait des enquêtes, ça, c'est une enquête qui date déjà d'il y a quelques mois, mais quelles sont les intentions des consommateurs par rapport à leur comportement d'achat, par rapport à cette inflation extrêmement forte? Et là, on a plusieurs choses qui se dessinent par rapport. Donc, ça, c'est un résultat d'enquête auprès des consommateurs. Je pense que on voit mon pointeur normalement. Donc sur les premières réponses, être plus attentif au prix. Donc il y aura vraiment, donc là on en reviendra peut-être, mais entre le regard du consommateur ou les questions sociétales, on peut avoir un certain décalage, puisque là c'est vraiment le prix, qui a toujours été important, mais qui va encore plus
centraliser les efforts des consommateurs, donc rechercher des prix, rechercher des promotions. Il y a aussi également acheter plus de MDD. Donc il y a toute une qu'on retrouve en période de crise. Il y a toute une façon de faire ses achats qui est en train de beaucoup évoluer. Là, je n'ai pas mis les chiffres, mais on voit aussi qu'il y a de plus en plus de paniers moyens qui sont réduits en termes d'euros par panier, et des consommateurs qui vont plus régulièrement faire des courses des paniers de plus petite taille pour essayer vraiment de gérer au mieux leurs dépenses, quoi. Ou en se fixant un prix fixe du panier, en disant bon voilà, c'est le syndrome liste de courses, hein, c'est-à-dire qu'on fait bien sa liste de courses, on essaye de pas y déroger pour pas se laisser entraîner sur des produits dont on n'avait pas forcément imaginé de les acheter avant. Et ça, cet effet, l'effet liste de courses, ou ce panier contraint, a fait forcément que ça peut avoir des impacts, et surtout sur certains segments, notamment les segments, on va dire, plus d'achat plaisir, où les consommateurs vont être encore plus vigilants. Donc là, on se ressente sur les achats un peu de première nécessité, quoi. Donc ça, c'est le premier impact. Alors après, là, si on regarde plutôt le verre à moitié plein, la consommation de viande de volaille par rapport à d'autres types de consommation de viande, que ce soit en France ou en Europe, elle n'est pas du tout pour l'instant en berne, hein, si on regarde sur les chiffres de 2021. Donc effectivement, là, ce dont on parle depuis tout à l'heure, ça va être beaucoup sur 2022. Mais la consommation de viande de volaille en France, elle est passée à 28,5 kg par an par habitant. Donc on est plutôt au-dessus de la moyenne européenne, hein, qui est à 26,7 kg par an par habitant. Donc au-delà, par exemple, de notre voisin allemand, etc. Donc on est plutôt un pays où la consommation de viande de volaille est dynamique. Alors on le verra, c'est tiré vraiment par la viande de poulet, mais c'est plutôt un signe assez favorable pour la filière. Et quand on regarde la consommation de viande de volaille, du coup, au niveau européen, pour les premiers pays consommateurs, la France est le premier pays consommateur de volaille en Union européenne en 2021. Alors, talonné par l'Allemagne, mais bon, qui n'a pas la même population, hein. On voit bien la différence. Il y a 6 kilos d'écart par an par habitant, donc ce qui est loin d'être négligeable. Et puis, les autres pays européens ne sont pas en reste en termes de quantité de volaille consommée. Donc ça, c'est plutôt un point fort au niveau de la consommation. Ce qu'il faut quand même bien avoir en tête, c'est que cette hausse de consommation, elle se fait vraiment par l'ascension du poulet par rapport aux autres filières. Donc là, vous avez sur le graphe de gauche la répartition par filière animale de production en volaille en 2011, et à droite en 2021. Et donc on voit bien que c'est le poulet qui gagne 8 points en 10 ans, au détriment de l'ensemble des autres filières avicoles. Donc c'est vraiment le poulet qui tracte la consommation de volaille en France. Si on regarde ce graphe tiré de FranceAgriMer sur leur dernier rapport consommation des produits carnés en 2021, ce qui est intéressant de noter, bon, déjà, c'est qu'entre 2001 et 2011, on a fait effectivement une baisse totale de la consommation de viande en France, hein. On était de 90 kg, on est passé à 84 kg. Donc il y a effectivement, on entend beaucoup parler de la réduction de la consommation de viande. Donc là, on le retrouve entre 2001 et 2011. Par contre, entre 2011 et 2021, on est vraiment sur une stabilité de la consommation de viande par an par habitant en France. Donc peut-être à l'encontre de ce qu'on peut entendre parfois, ou en tout cas une baisse beaucoup plus modérée. Et ce qui est intéressant de regarder par rapport à ce qui nous concerne aujourd'hui sur le sujet de la volaille, c'est le poids relatif de la volaille qui ne cesse d'augmenter, notamment au détriment des autres filières bovins et porcs. Bon, sachant qu'en porc, il peut y avoir des effets aussi par rapport au contexte de la filière porcine, hein, qui peut expliquer aussi ces baisses. Mais donc voilà, ce qui est important de regarder, c'est le poids relatif de la volaille qui ne cesse de progresser dans la consommation totale de viande en France. La viande de volaille, donc depuis 2013, hein, pour rappel, était passée devant la viande bovine, et donc reste encore derrière la viande porcine. Mais en termes d'évolution, c'est la seule viande qui continue de progresser. Alors, donc ça, c'était plutôt un élément positif pour la filière. Ce qui l'est un peu moins, en tout cas pour la filière française, c'est que cette hausse de consommation au niveau national, elle se fait malheureusement moins, alors là, par des effets grippe aviaire, des effets Covid, etc., par la production de viande de poulet pour le marché intérieur, la production interne au pays,
qui est plutôt en baisse par rapport aux tous les aléas, les conséquences qu'on a vues, hein. C'est pas, comment dire? C'est pas forcément un déficit structurel à court terme, c'est vraiment les impacts conjoncturels. Mais du coup, cette hausse-là de consommation se fait par des importations de plus en plus importantes. Si on avait une certaine stabilité avec des niveaux quand même très élevés, autour de 40-45% d'importation entre 2011 et 2019, avant Covid. Bon, il y a eu le petit effet Covid où là, on est revenu un peu plus sur la consommation de produits sur le marché français. Mais là, on est de nouveau en forte hausse et on s'approche fortement du 50%, c'est-à-dire qu'un kilo de poulet sur deux en France aujourd'hui est importé, ce qui est quand même vraiment loin d'être négligeable et beaucoup plus fort justement que pour les autres filières viande dont on parlait précédemment. Donc là, c'est vraiment un enjeu majeur de la filière de voir comment retrouver de bénéficier de cette hausse de consommation pour la production du marché intérieur. Voilà. Et donc, il faut retenir donc la viande de volaille, la consommation est en hausse, c'est tiré par la partie poulet. Et le poulet lui-même, c'est surtout sur la partie RHD en fait que ça se joue. Donc, vous avez sur ce graphe la consommation en domicile qui est en jaune. En rouge, la consommation totale de volaille. Et donc, on voit bien que c'est la consommation à domicile. Alors, il y a ce petit artefact, on va dire, de l'effet Covid, là encore, hein, pendant le confinement, il y a une hausse importante de consommation à domicile. Et de toute façon, il ne pouvait plus y avoir de consommation hors domicile. Donc, forcément, ça a impacté la RHD. Mais depuis, on est revenu si on prolonge un peu la courbe, on est revenu sur la tendance croissante qu'on connaissait ces dernières années sur la hausse de la RHD. Et la RHD est le secteur qui fait le plus appel justement à l'importation. Donc ceci explique cela. Et donc sur la courbe précédente, effectivement, la hausse de la consommation de poulet, elle se fait surtout par la RHD. Et comme la RHD importe principalement par rapport aux volailles consommées à domicile, c'est aussi ça qui explique la hausse des importations. Donc on arrive justement sur les échanges, donc ça va répondre aux différentes questions qui viennent d'être posées, hein. Donc les échanges au niveau volaille, qu'est-ce qui est en train de se passer? Donc si on regarde au niveau France, donc on a vu la part d'importation a encore bien grimpé là sur les dernières années. Si on regarde sur une série un peu plus longue, là, entre 2013 et 2022, on a quand même une évolution extrêmement importante, hein. On était à 110 000 tonnes équivalent carcasse en 2013. Là, on s'approche des 200 000 tonnes importées. Alors pareil, on voit une petite chose particulière sur la courbe qui est directement liée à la crise Covid, hein, où on a eu une forte baisse des importations au moment des confinements, des marchés qui étaient, des flux qui étaient bloqués, etc. Mais finalement, si on projette sur une plus longue tendance, on a retrouvé l'effet d'avant Covid. Et donc avec des progressions sur le T2 2021 de 10%, et si on se compare par rapport à avant Covid au T2 2019, on est même à du plus 26%. Donc on est vraiment sur des hausses d'importation extrêmement élevées en France. D'où vient cette viande importée en France? Là, si on regarde sur les différents pays tiers hors Royaume-Uni, c'est un peu les acteurs qu'on retrouve depuis quelques années, mais avec des évolutions qui sont quand même très différentes entre les pays. Donc il y a la Thaïlande, hein, qui est le pays pour lequel on importe énormément de viande. Le Brésil, qui avait un peu perdu ces dernières années et qui revient en force avec du plus 122% là, sur les 6 premiers mois de 2022. Donc vous voyez, c'est des chiffres quand même assez impressionnants. Et puis l'Ukraine. On parle beaucoup bien sûr de la guerre en Ukraine, mais sur le marché de la volaille, alors on verra demain, mais en œuf c'est un peu moins vrai, mais sur le marché de la volaille de chair, finalement l'Ukraine, même si elle a bien sûr perdu des capacités de production, etc., s'en sort relativement bien. Je ne sais pas si c'est les bons termes à utiliser pour un pays en guerre, mais on va dire, arrive quand même à produire, puisque c'est pas dans les zones de conflit que se produit le poulet en Ukraine. Et puis là, vous avez sûrement entendu parler, mais il y a des accords tarifaires préférentiels, c'est-à-dire que là, il n'y a pas de droit de douane depuis mars pour l'Ukraine, pour l'Union européenne. Et donc, clairement, l'Ukraine, qui était déjà un pays qui exportait pas mal de volailles, a centralisé toutes ses exportations sur l'Union européenne, non seulement parce qu'il n'y a plus ces droits de douane,
Et puis parce qu'en fait, on l'a vu tout à l'heure, au niveau logistique, c'est extrêmement compliqué pour elle d'aller exporter, ailleurs avec ces ports qui sont bouleversés et cetera, et la seule voie d'export, qui est en train d'être consolidée, c'est celle vers l'Union européenne. Donc là, forcément, l'Ukraine qui se retrouve un acteur majeur sur la filière volaille de chair. On le verra demain aussi sur les œufs, ça a un impact également. Mais c'est ce qui explique les plus 181% d'importation en provenance d'Ukraine. Sachant qu'en plus, dans ce chiffre-là, il y a quelque chose à préciser, c'est qu'il y a énormément de viande qui proviennent d'Ukraine, en fait, qui passent par les Pays-Bas. Et là, on est bien sur les importations en direct pour la France, là, en direct depuis l'Ukraine. Donc, en fait, en réalité, il y a sûrement beaucoup plus de viande ukrainienne consommée en France, mais qui transite par les Pays-Bas. Si on regarde la même chose, mais au niveau européen, on a un peu les mêmes big players, on va dire, que pour le marché français. Donc le Brésil, la Thaïlande, l'Ukraine, on retrouve ces pays-là. Il y a le Royaume-Uni, hein, donc maintenant qui ne fait plus partie de l'Union européenne, qui reste un pays avec lequel il y a pas mal d'échanges. Donc on a, enfin, on va dire les symptômes entre guillemets qu'on retrouve au niveau français, on les retrouve aussi au niveau européen. Et puis il faut savoir que l'Ukraine, ça transite beaucoup par la viande en provenance d'Ukraine transite beaucoup par les Pays-Bas, celle du Brésil beaucoup par la Belgique. Donc après il y a aussi des jeux de intermédiaires ou celle des Royaumes-Unis qui transitent par la France. Donc on a effectivement des effets, on va dire un peu boule de billard, c'est-à-dire des effets indirects des importations qu'on a du mal à voir dans ces chiffres directs qu'on avait là sur l'importation en direct des pays, mais en fait, au niveau européen, il y a beaucoup de flux internes intra-européens. Et d'ailleurs, là, on le revoit, là, si on regarde maintenant côté exportation au niveau français, donc il y a une évolution, alors somme toute relative hein, par rapport à la production totale et à la partie importée des exportations françaises de viande de poulet sur les 6 premiers mois de 2022, donc environ plus 7%. On retrouve le marché historique du Proche et Moyen-Orient sur lequel la France a toujours beaucoup exporté. Les autres marchés sont quand même relativement plus faibles. Et puis, bien sûr, le premier marché pour la France, c'est ses voisins européens. Et donc là, on retrouve un niveau, on va dire, d'avant-crise Covid sur les marchés européens. Donc il faut retenir quand même que la plupart des flux de viande de volaille, de chair, sont sur le marché européen. Ce que je n'ai pas précisé non plus, c'est que, bien sûr, en provenance de Thaïlande, du Brésil, c'est plutôt du congelé hein, qu'on va retrouver, alors que l'Ukraine, la particularité, vu sa proximité géographique avec l'Union européenne, c'est ça peut être sur du frais, quoi. Donc ça aussi, ça peut avoir un impact sur le type de produit quoi, qu'on peut retrouver dans les rayons ou plutôt là pour la RHD, quoi. Donc là maintenant on va passer la somme de tout ça sur les conséquences sur la production au niveau France et Europe. Donc là vous avez un graphe de la production en abattage de volaille en Union européenne en milliers de tonnes équivalent carcasse et avec une projection sur 2022. Donc on voit là, ce qui est intéressant de noter, c'est quand même vraiment la part de la Pologne, ce qui répond à la question précédente, hein, la Pologne, on le verra, on a une diapo là-dessus, mais qui est extrêmement tournée vers les exportations, notamment au niveau intra-européen, et donc qui est passé de 1370 tonnes en 2010 à plus de 2 500 000 tonnes en 2022. Donc elle a plus que doublé sa production en 10 années. Donc on le voit très fortement sur ce graphe. Les autres pays grands producteurs européens, Allemagne, France, Espagne, Italie, sont quand même assez proches les uns des autres. La France était le deuxième producteur de volaille, mais vous voyez, c'est assez serré sur les suivants. En 2021, la France était donc le deuxième et elle devrait passer en quatrième position en 2022 du fait des conséquences toujours de l'influenza. Sachant que le pays qui est un peu, alors qui produit moins que la France, mais qui est un peu dans les mêmes ordres de grandeur, c'est l'Italie, qui a été aussi extrêmement touchée. On l'a entendu aussi notamment sur les élevages de dinde. Donc l'Italie a un peu une courbe symétrique à la France et se retrouve en forte baisse de production aussi entre 2021 et 2022. Et les autres pays ont été relativement moins impactés et donc soit sont restés à l'équilibre, soit comme la Pologne ont même réussi à retrouver une croissance de production. Donc là, c'est ce que je disais par rapport à la Pologne, et donc ça répond peut-être à la question en partie à la question de Béatrice.
Sur la destination de production de viande de poulet, en Pologne, il faut savoir que l'évolution de la production polonaise a été extrêmement, tournée vers l'export, notamment intra-européen. Et donc on voit, en orange foncé là sur ce graphe, c'était quelques pourcents, on était à 20% de la production, en 2006 qui était tournée vers l'export pour l'Europe, et on est à plus des 3/4 actuellement qui est tournée vers l'export pour la Pologne. Et là, même si en 2020, entre 2020 et 2021, il y a eu un décrochage de la production totale de viande de volaille en Pologne, et ben, si on regarde, c'est bien parallèle pour la partie exportation. Et donc, c'est bien la production destinée au marché intérieur qui, quand il y a eu une baisse de production, a pâti de cette baisse et pas les exportations. Ils ont réussi à maintenir leurs exportations même s'ils ont produit moins de volailles. Donc, vraiment, l'export. Et là, on arrive sur les conséquences du prix sur le marché intérieur. C'est-à-dire que la viande de volaille pour les Polonais était plus chère, et donc c'est les exportations qui ont continué à faire le même ordre de grandeur de volume, alors que le marché intérieur a baissé. Donc la Pologne est vraiment le grand faiseur au niveau européen. Et donc là, on a remis les abattages pour la France de chaque filière. Donc on a des chiffres entre -7, -8 à -9% sur la production totale de volaille en France pour les projections 2022, si on regarde toutes viandes de volaille confondues. Et là, on a fait le détail filière par filière. Donc en poulet de chair, on va dire c'est celui qui s'en sort le moins mal avec une baisse, somme toute relative, hein, mais de -3% dans les projections. Alors qu'en dinde, et on le verra sur les autres, on est à -17,7%, donc c'est quand même extrêmement important. En canard à rôtir à -30%, donc c'est vraiment la filière la plus touchée, hein, par l'influenza, et donc sur les projections d'abattage 2022, bah, ça se ressent avec, hein, on s'approche quand même du tiers de production en moins sur ce segment. Et puis la pintade, -18,6, avec quand même toute la question sur le fait que comme c'est une volaille festive et dont la production se joue surtout sur la fin de l'année, la capacité à retrouver plus ou moins un niveau le plus proche possible de ce qu'il y avait les années précédentes sur les mois de novembre et décembre, enfin surtout décembre. Donc voilà, donc plutôt en berne, on va dire, chez tout le monde, avec quand même un grand distinguo entre le poulet qui n'est que à -3%, ce qui est pas neutre, hein, sur le volume total de poulet, par rapport au canard à rôtir qui est à -30%, quoi, quand même, donc en proportion 10 fois plus. Et donc là, une petite diapo pour montrer quand même que sur la segmentation de la production de poulet dont on parle depuis tout à l'heure, pour l'instant, donc là on est sur les chiffres de 2011 par rapport à 2021, donc là en 2022, on parlait du bio tout à l'heure, ça va peut-être changer la donne, mais pour l'instant, on avait quelque chose, même si la consommation totale de poulet augmente en France, le poids relatif de chaque secteur, de chaque segment de la production de poulet était relativement stable. C'est-à-dire qu'entre 2011 et 2021, donc il y a effectivement le standard qui change un peu, parce qu'en fait, le poulet grand export, donc il y a eu aussi du standard, depuis 2013, la fin des restitutions a baissé fortement et a été remplacé par du standard. Mais sur les autres segments, le CCP, le label rouge, la bio, etc., on était quand même sur des choses très, très stables dans le temps. Et donc là, toute la question est de savoir sur 2022 si cet équilibre va se maintenir, ou si malheureusement, ce qui commence à être présagé, certaines filières SICO se retrouvent pas mal mises à mal. Donc dans les éléments qu'il faut retenir là pour toute la présentation qui a été faite. Donc en 2022, alors on a mis reprise. Alors reprise, il faut faire attention parce que je me suis aperçu que ça pouvait être porté à confusion. Ça ne veut pas dire une reprise à 100% de la production, hein, mais c'est-à-dire que la production redémarre dans l'Union européenne après la grosse crise influenza, mais avec des variations très importantes, comme on l'a vu selon les pays. La France et l'Italie, qui ont forcément été plus touchés par l'influenza, donc accusent le coup. Par contre, la Pologne, au niveau intra-européen, et l'Ukraine, en pays tiers, mais très proche Union européenne, sont les deux, ceux qui vont compenser, on va dire, la baisse de production de leurs voisins sur le marché européen. Ce qu'il faut retenir également, c'est que la consommation, même s'il y a eu un peu des choses qui ont un peu été bousculées là sur la période Covid, on retrouve un peu les fondamentaux qu'on avait en pré-Covid, donc notamment le niveau croissance,
le fait que ce soit le poulet qui tire cette croissance et que c'est la RHD qui tire le poulet dans cette croissance. Et puis à l'inverse, des filières qui ont été particulièrement meurtries par l'influenza, et notamment on pense au canard qui est le plus impacté, même si d'autres ont été aussi beaucoup impactés. Et puis donc du coup, ce niveau d'importation record à retenir, on va dire, on n'est pas encore, mais on est presque aux 50% quand même de poulet qui est importé en France, donc on est quand même vraiment à un niveau record qu'il faut garder en tête. Ensuite, ce qu'il faut garder aussi en tête sur l'impact influenza, c'est quand même que la partie sélection repro ayant été touchée, la partie multiplication à couvage ayant été touchée, ça a des impacts sur du plus long terme parce qu'il faut reconstituer bien sûr toute la chaîne de production. Et puis la difficulté donc d'approvisionnement pour certains éleveurs en poussin est encore plus vrai en caneton. Là, on n'a pas parlé, c'était pas le sujet d'aujourd'hui, mais par exemple sur la filière foie gras, c'est vraiment des questions qui se posent sur la difficulté à pouvoir redémarrer une production si on n'a pas de caneton. Et puis donc le contexte géopolitique majeur là dans tout ce qui est en train de se passer sur la hausse des prix des matières premières, qui était déjà en train d'évoluer avant-guerre, hein, mais qui là se retrouve complètement bousculé par ce conflit aux portes de l'Europe, avec certains rééquilibrages, c'est-à-dire que là, on l'a vu sur l'indice Itavi, on l'a vu sur certains prix des matières premières, on a quand même une légère redescente, mais qui est somme toute relative par rapport à la flambée de la hausse qui a précédé. Donc on a des rééquilibrages à la marge qui se font, mais ce qui est certain, c'est que le retour à la normale n'est pas probable. Enfin, le retour à la normale, je ne sais plus si on peut parler de normalité, mais on ne tombera pas sur des prix qu'on a connus ces dernières années. On va forcément rester sur des prix hauts, même s'ils peuvent redescendre un peu par rapport aux pics qu'on a pu connaître, avec énormément d'imprécisions selon les décisions qui vont être prises. Là, la Russie qui ferme son gazoduc Nord Stream, là, forcément sur l'énergie, ça a des impacts énormes à court terme. Est-ce qu'il y aura des décisions politiques pour dire il faut baisser d'autant la consommation de façon obligatoire dans certaines productions, ou est-ce que la filière agricole et agroalimentaire sera exemptée, etc. Il y a plein de choses qui peuvent faire peser dans un sens ou dans l'autre. Il y a vraiment la question, un peu par rapport à ta dernière question, Maëva, sur la nécessité de rediscuter entre les arbitrages consommateurs-citoyens. Est-ce qu'on veut faire évoluer les systèmes de production? Est-ce qu'on veut des produits quand même à des prix acceptables pour le consommateur? Là, il y a vraiment un gros enjeu par rapport à ça. Et puis, ça va dans le même sens aussi, mais les impacts de l'inflation et du prix pour le consommateur qui peut changer en profondeur les modes de consommation. Et on l'a vu là, notamment par exemple sur ce qui est en train de se passer pour la bio. Ça peut avoir des impacts extrêmement majeurs pour des segments qui avaient visé un certain type de production pour une certaine clientèle en capacité de payer cette production, et qui là peut être vraiment mise à mal par rapport à ce qui est en train de se passer. Donc, merci pour cette conclusion. Donc, il y a eu quelques questions qui sont passées au niveau du chat. Donc, merci pour les questions. Donc, quid de la vaccination contre l'IA? Donc, de toute façon, je crois qu'on attend un peu les résultats pour le moment. Sur la vaccination, effectivement, alors là, je ne suis pas du tout le bon spécialiste pour répondre à ça. Ce qui est en train de se poser la question, c'est bien sûr le coût que ça va représenter, la vaccination en tant que telle, mais tout le schéma de test, en fait. Donc ça, je ne sais pas s'il y a des collègues de l'Itavi là qui sont plus compétents que moi, qui sont dans la conf et qui pourraient répondre. Mais là, il y a quand même vraiment tout le coût de mise en place qui peut être vraiment énorme s'il faut aller tester les animaux pour tous les 15 jours, etc. Enfin, là, j'ai pas tous les détails de ce dont j'ai pu entendre parler, qui fait qu'effectivement, il y a déjà l'efficacité ou pas du vaccin, mais après tout le coût de mise en place, et au final, on revient toujours à la même question, mais qui paye ce surcoût? Et puis après, est-ce que, en termes de flux, importation, exportation, comment ça va se mettre dans ce schéma-là? Est-ce que ça va limiter les possibilités d'exportation ou inversement d'importation? Est-ce que d'autres pays vont prendre les mêmes règles? Et puis après, il y a aussi, bien sûr, filière par filière, puisque les produits sont pas forcément autant efficaces d'une filière à l'autre ou autant développés sur les différents segments. Donc là, c'est pareil, ça peut avoir des effets. Ce qui peut être vrai en canard n'est pas forcément vrai en poulet, et réciproquement. Ça, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes, je ne suis pas le plus compétent pour répondre à cette question, mais...
Non, pour l'instant, personne ne vient à ton aide. Désolée, la bouée n'a pas été prise. Non. Mais bon, peut-être que ça va se faire dans le déroulé. Et donc, un vaste sujet a été lancé sur on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que c'est pour le poulet ECC. Donc, sur les critères du bien-être animal pour le Better Chicken Commitment, comment la filière de poulet de chair française a prévu de répondre, sous quel délai? Quels sont les impacts? Et donc, Monsieur Guevara a complété aussi, et la modification des élevages a également un coût important. Donc, c'est pareil, quelqu'un va passer à la caisse de tout ça. Et il précisait également le fait que le surcoût pour un filet de poulet, c'est 60 ou 40%. Je me souviens, c'était 60%. Jean-Michel Schaeffer l'avait présenté également l'an dernier en table ronde. C'est vrai que le poulet ECC, comment il va venir dans tout ce puzzle, dans un contexte, comme tu disais, qui change tous les jours. Enfin, pas tout, tu l'as pas dit comme ça, mais un contexte qui est très mouvant, et en plus un contexte inflationniste au niveau de la population qui change ses habitudes d'achat pour aller tirer vers du poulet moins cher. Donc, Là, j'ai envie de dire, il y a toute une partie de la réponse, je pense que c'est plutôt aux industriels de se positionner ou de pouvoir nous répondre. Côté Itavis, ce qu'on a fait effectivement, c'est de calculer le surcoût, là, les chiffres qu'on voit. Là, on est en train de réactualiser, parce que bon, il y a quand même des effets, c'est-à-dire que le CC, c'est un cahier des charges aussi qui est un peu évolutif. Là, il y avait des souches qui n'étaient pas autorisées auparavant, qui sont maintenant autorisées. Donc, on n'est pas sur les souches à croissance rapide, mais des souches un peu plus intermédiaires qui sont finalement autorisées, qui fait que, en termes de productivité, finalement, ce qui était vrai il y a un an n'est plus forcément vrai aujourd'hui si on a des souches, nouvelles souches autorisées dans le cahier des charges. Donc ça, on est en train de regarder. Donc maintenant, je pense que pareil, là, les chiffres qui sont mis dans le chat, les plus 60%, etc., il va falloir un peu plutôt faire des fourchettes, parce que il va y avoir le CC est en train de se sous-segmenter en différentes parties. Si on prend vraiment des souches à croissance lente ou intermédiaire, avec des densités qui peuvent être un peu différentes, etc., on va quand même avoir des effets différents sur le prix final. En tout cas, c'est sûr qu'il y a un surcoût important qui se fait. Et puis après, c'est pareil, il y a tout dépend aussi de ce qu'on regarde. Il y a le coût de production, mais après, le rendement filé n'est pas le même entre un poulet à croissance rapide. Donc, si on va jusqu'au filet, où c'est quand même maintenant la marge actuelle, les écarts peuvent encore se creuser, quoi. Si on regarde au kilo vif de poulet, ou si on regarde au filet, on va encore avoir des écarts. Donc là, on va plutôt, je pense, dans les prochaines semaines ou mois, donner plutôt des fourchettes pour montrer un petit peu ce qui est en train de se passer. Est-ce que les industriels vont passer à l'ECC ou pas, ça, c'est à eux d'y répondre. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même une tendance forte, en tout cas un poids fort des ONG, notamment pour essayer de pousser le maximum de personnes, d'industriels dans cette voie. Il y a l'exemple quand même Pays-Bas qui est quand même à garder aussi en mémoire. Il y a l'exemple, si on prend l'exemple de ce qu'on verra demain sur les œufs, qui est à garder en mémoire aussi. Donc là, c'est beaucoup de facteurs externes qui peuvent impacter, et entre guillemets, la filière subit ces facteurs externes. Avec, je le redis, quand même là, le grand changement qui est quand même sur le facteur prix et inflation, qui fait que est-ce que le consommateur sera prêt à payer 60% de plus son filet demain pour avoir un poulet ECC. C'est d'ailleurs, j'en profite, là, il y a une unité mixte technologique là, qui va démarrer là, au niveau de l'Italie. Donc l'unité mixte technologie, ça rejoint différents types d'acteurs de la recherche. Et là, l'UMT va être centré sur le fait de regarder les arbitrages entre citoyens et consommateurs, pour faire simple. Donc, c'est-à-dire comment on peut avoir des évolutions sur le bien-être, etc. Et ce que le consommateur en face est prêt à payer pour suivre ces évolutions de bien-être. Et là, je pense que l'UMT tombe à pic par rapport à la problématique qui nous occupe aujourd'hui, puisque là, on voit vraiment qu'il y a des arbitrages forts qui vont se faire. Et s'il y a toute une partie de la population qui serait sûrement prête à payer un peu plus pour du bien-être animal encore valorisé, il y a quand même toute une autre partie de la population qui voudra continuer à consommer de la volaille et qui ne pourra pas se permettre de payer de la volaille à 60% plus cher, quoi. Donc voilà. Et puis après, là, je vois aussi dans les chats, il y a aussi il y a une question aussi, bien sûr, de démarcation. C'est-à-dire que après, les industriels, les uns par rapport aux autres, vont aussi
développer leur propre marque avec leurs propres Mmh. critères qui peuvent se rapprocher de l'ECC ou qui peuvent être un ECC plus ou un standard plus. Et là, c'était déjà le cas, hein, dans la filière volaille française en volaille de chair. On a la diversité sûrement la Mmh. plus grande de ce qui existe déjà en termes d'espèces et à l'intérieur de chaque espèce en termes de segmentation. Donc ça, je pense que c'est pas près de s'arrêter. Et là, on a de plus en plus quand même les marques qui mettent en avant leur propre démarcation, leur propre charte. Donc Mmh. ça va continuer. C'est sûr que la question du développement du bien-être va continuer. La question Mmh. environnementale va continuer également. Enfin, ça veut dire que c'est des enjeux tellement forts que forcément ça va continuer. Mais en face, ça va être un peu le consentement à payer du consommateur par rapport à ces évolutions de prix, quoi. Mmh. Ouais, c'est sûr. Et donc il y avait la question aussi de savoir comment marchait le free range, enfin comment est-ce qu'il se comportait en termes de marché, j'imagine, le free range actuellement. Et après, petit astérisque, free range aussi dans une période d'IA où il y en a qui n'ont quand même pas vu beaucoup l'air, hein, mais bon, après. Ouais. Ça, c'est pareil, c'est une autre question quand même sur, on va dire, sur un peu du plus long terme. C'est-à-dire, bon, déjà, il y a des questions DGCCRF, Mmh. donc ça, il y a quand même des mesures d'exception, Ah mais bah oui, oui. si elles sont dans la durée, jusqu'à quand la mesure peut rester une mesure d'exception si elle se reproduit d'année en année? Donc ça, il y a quand même toutes des questions sur la durabilité de certaines règles actuelles qui sont liées à une crise exceptionnelle, mais Mmh. si elle redevient de façon récurrente ou si elle devient endémique, ça change quand même un peu les choses. Et puis effectivement, toutes ces questions d'accès à l'extérieur, est-ce que c'est compatible avec une situation endémique d'influenza? Alors là, c'est pareil, je suis pas Mmh. spécialiste sanitaire pour y répondre, mais ça soulève énormément de questions, de questions pour la filière, quoi. Mmh, Ou mmh, pareil, hein, là, on n'est pas revenu là-dessus non plus, mais la localisation de la production, est-ce que il y a des scénarios peut-être à construire pour l'avenir, ah oui. pour réfléchir, est-ce qu'il n'y a pas des aménagements à faire? Mais ça, Ah oui, oui, oui. personnel Et ça se fera peut-être au niveau de la législation du coup plus, parce que enfin c'est plus eux qui ont les cartes en Ouais, main ouais, entre ouais, guillemets, ouais. hein. Parce que ça fait penser là tout à l'heure, je voyais sur le chat aussi, Mohamed répondait à un commentaire par rapport au fait que bah il y a du bio qui est passé après en label en pondeuse notamment, hein, du déclassement. Bah est-ce que le même système pourra pas être proposé demain? Ça risque de faire hurler, c'est sûr, hein, mais est-ce que le même système ne risque pas d'être proposé demain sur le fait de se dire bah écoute, si ton poulet il est pas sorti, vu qu'aujourd'hui la volaille standard, il y en a beaucoup maintenant qui bénéficient de la lumière naturelle, qui bénéficient enfin de plusieurs euh, alors c'est pas, le contrainte n'est pas le mot, plusieurs lignes dans le cahier des charges qui sont concomitants quand même maintenant avec du plein air. La seule différence, c'est que les autres ne sortent pas dehors. Mais du coup, si ceux qui sortaient dehors se retrouvent également dans le même typologie de bâtiment euh, avec des densités importantes, puisque les bâtiments ne sont pas prévus pour que tous les animaux soient non plus enfermés tout le temps. Ben, du coup, est-ce que finalement, il ne peut pas être déclassé en standard? Et là, quid, c'est clair, du coût de l'aliment? Parce que par Bah contre, oui. là, on sent la différence entre formulation SICO et formulation poulet standard. Donc c'est vrai que ça lève, et c'est ouais, c'est plus au niveau législation. Enfin, ça pourrait être légiféré, mais après, les productions vont sans doute essayer de tirer chacun, les distributeurs, les industriels risquent de vouloir tirer chacun le drap à lui, la couverture à lui, mais Bah oui, oui. C'est là, en fait, ce qui est sûr, c'est qu'on peut pas avoir un coût, enfin, si on a le coût de production d'une filière qualité, on peut pas se permettre d'avoir, en termes de la rentabilité d'un poulet standard. Donc c'est sûr qu'à un moment, mmh, si ces produits-là, enfin, il y a des choses un peu exceptionnelles qui peuvent se passer sur une certaine période, mais après, on peut pas structurellement mmh, être sur une proportion de déclassés importante, sinon les coûts de production ne sont pas tenables pour la filière, quoi. mmh. Oui, et puis c'est vrai quand on est un peu plus terre à terre, si on regarde, enfin là je me regarde le nombril, mais c'est vrai quand on va en magasin et qu'on voit des poulets qui atteignent en poulet pack entre 20 et 25 euros du poulet pack. Bah, quand on voit les courbes du poulet pack, on se dit c'est déjà compliqué. Bon, bah, enfin, c'est vrai que là, je sais pas jusqu'où ça montera, mais c'est quand même impressionnant, hein, de se Voilà, dire c'est un là poulet à où, 25 bah, euros, un poulet, c'est ça. enfin, C'est là où, en fait, effectivement, le consommateur risque de dire, bon, bah, du coup, je ne prends plus mon poulet bio, je prends un poulet mmh, plein air.
et je considère que j'ai déjà un produit, un peu Ah déjà, d'un marché, différent du standard, mais pas au niveau, de ce que je me payais avant. Mmh. Et puis pour Alors l'instant, parce quelqu'un que là on parle, à consommation constante. Après, est-ce qu'à terme, du coup, ça peut impacter la consommation de viande totale, hein, si la viande c'est quand même un produit mmh, cher, même si la volaille est la moins oui, chère des viandes. Pour l'instant, on est plutôt, mmh. en en hypothèse, qu'il y a pas un décrochage massif de la consommation de viande, Bah, oui, oui, là et du coup, c'est marrant, vous avez été en phase avec monsieur Guillaumin, parce qu'il disait: «Si le poulet est trop cher, les consommateurs se tournent aussi vers la viande de porc» et c'est vrai. ouais, mais Et qui quand devient on voit cher le aussi. graphe de c'est ça, qui devient cher aussi. Et quand on voit le graphe, les histogrammes, de tout à l'heure, finalement, le poulet, il a sans doute quand même pris un point ou 2 en porc, parce qu'en porc, on était tombé à 34, on est passé c'était quoi? 36 à 34, quelque chose comme ça. Du coup, il y a quand même, est-ce que, on sait aujourd'hui que le poulet substitue le bœuf, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un vase communicant vers le porc, tant que le poulet reste peu cher? Sinon, on risque à nouveau, bah, comme Mmh. là, on risquerait d'avoir ce vase communicant où finalement, le poulet pourrait aussi être substitué si la différence de prix est pas suffisamment importante entre, bah, là, c'était vrai que c'était plutôt avec le bœuf, entre poulet et bœuf. Bah, du coup, les gens vont préférentiellement acheter du bœuf. Mmh mh. Enfin, c'est Puis sur certains segments, enfin on pense à la charcuterie par exemple de volaille par rapport à la mmh, charcuterie, enfin il y a des segments où c'est la mmh, substituabilité, je sais pas comment on dit, doit être relativement importante. Après, sur le porc, ils ont enfin, il y a enfin, que ce soit l'aspect sanitaire avec la fièvre porcine africaine, ce qui s'est passé aussi en Chine, hein, du coup, mmh, en Chine qui était vraiment le premier pays, consommateur de porc, avec la fièvre porcine, et a basculé, sur la consommation de volaille. Donc eux, il y a vraiment eu une substitution qui s'est opérée sur le marché chinois. Si ça s'est fait dans un sens, effectivement, ça peut se faire dans l'autre sens, hein, mais ça dépend, aussi de la capacité de la filière, porcine enfin, c'est un peu les mêmes enjeux, enfin, c'est sur des questions un peu différentes, mais les aspects sanitaires, biosécurité, s'il y a des marchés qui se ferment, pardon, à l'exportation, à l'importation. mmh. Et justement, là, il y a du coup, monsieur Gomard disait: «C'est peut-être aussi par rapport à la communauté musulmane que la volaille a augmenté», donc il y aurait un facteur, religion. Après, c'est vrai qu'il peut y en avoir un, mais ça s'échelonne sur enfin, je veux dire, ça, la communauté, il y a pas, elle est pas arrivée en masse, Oui, oui. d'un coup, quoi. Du coup, enfin en masse, je dis, enfin, c'est pas en masse, mais en nombre, qui aurait pu avoir un impact, au niveau, économie. Heu, Tout à fait. ouais, Après, c'est vrai que ça reste, quand même une des particularités de la filière volaille par rapport aux autres mmh. segments, c'est qu'elle est consommée par, Ouais, bah, oui, par la tout le monde. population Et et ça est-ce qu'il y a favorise pas aussi est-ce qu'il y a eu à un moment un phénomène aussi peut-être de disponibilité? Parce que quand le Brésil est devenu, autosuffisant en protéines pour lui, est-ce qu'il est pas venu inonder aussi, alors qu'avant on n'avait pas ça? C'est juste que, bah, du coup, on a plus de choix maintenant aussi. On nous propose plus facilement aussi de la volaille, quoi. Est-ce qu'il y a pas un effet aussi de disponibilité, de marché qui a fait que, on s'est peut-être plus penché vers la volaille aussi, qu'avant? Je sais pas. ça peut jouer et puis la disponibilité, ça me fait penser aussi dans ce qui s'était passé pendant le covid, hein, sur la disponibilité. Par exemple, il y a eu Mmh. des fois des croissances de certains segments de produits, mais juste parce que c'était les seuls produits encore disponibles, quoi. Donc ça a pu créer Et aussi artificiellement des fois tiens, tel produit a augmenté de tant de pourcents. Bah oui, en fait, c'était le seul produit qui était encore disponible dans les étalages. C'est vrai que même un peu nos modèles et cetera sont plutôt sur des choses, quand on n'a pas l'habitude de connaître une disponibilité, mmh, limitée par rapport à d'autres, parties du monde et c'est vrai que là, du coup, des fois, ça peut, rabattre un peu les cartes, entre un produit, bah, s'il est pas disponible, à un moment sur le bio, il y a eu sûrement un effet aussi dans ce sens-là, hein. C'est-à-dire qu'à un moment, si on allait faire ses courses au supermarché, on trouvait, du bio parce que tous les autres gammes étaient partis pendant le covid. Bon, bah, ça a mmh, peut-être, fait un appel d'air sur le bio un peu artificiel, quoi, et donc il y a mmh, ces effets-là, un peu de disponibilité, que ce soit, dans un sens ou dans l'autre, sur l'offre de la gamme totale, disponible ou à l'inverse des segments mmh, qui disparaissent à un moment donné, qui peuvent, heu, qui peuvent sûrement impacter effectivement. mmh. Et du coup, précision, donc c'est non pas arrivé en masse, mais le rayon halal s'est tout de même développé. Oui, Et oui. là, c'est vrai qu'effectivement, donc c'est ils sont pas arrivés en masse, mais c'est vrai que les rayons, on les voit, ça existait même pas il y a quelques années et maintenant il y a des vrais rayons qui se sont développés. Donc oui, effectivement, il y a quand même Et puis là, c'est je on peut pense pas aussi nier sur qu'il y a s'il y a une capacité quand même de la filière volaille par rapport aux autres segments, à offrir justement quand même,
un panel de produits. Alors c'est vrai pour le halal, c'est vrai pour tous les types différents de consommer du poulet, qui est une force aussi de la filière volaille par Mmh. rapport. On a quand même moins de façons de consommer du bœuf de façon différente en France que du poulet. Et après, il y a des différences. Après, il faudrait aller voir, je pense que là, le côté religion, en tout cas, il faudrait vraiment avoir une étude sociétale parce que aujourd'hui, nous, enfin pas nous, mais aujourd'hui, des personnes non musulmanes qui vont dans un magasin, forcément, elles vont remarquer le halal parce qu'on se dit, ah bah tiens, enfin c'était pas là avant, etc. Mais est-ce que une personne musulmane va acheter ses produits dans les mêmes grandes surfaces ou est-ce qu'elle va dans des magasins spécialisés, etc. Je pense à ça plutôt pour la partie Inde, par exemple, pour de l'Indien, bah, il y a plein de petites boutiques Oui, qui vendent des trucs oui, très spécifiques. Et pour la population asiatique, on retrouve un peu la même chose. Donc voilà, moi je suis pas une spécialiste en sociaux, hein, du coup je sais pas, je connais pas les habitudes de consommation et d'achat. Mais après peut-être que le halal, bah, c'est vrai que c'est arrivé dans la partie grande distribution, enfin grande enseigne, grand volume. Mais après, il y avait déjà des circuits des qui marchés, existaient, il oui. y avait déjà des marchés et il y avait déjà des possibilités de commande de viande halal dans les années 2000. Mhm. 2005, 2006, on avait déjà la capacité au niveau des boucheries de passer commande pour des filets de dinde, je sais pas, un carton de 15 filets de dinde halal, on l'avait déjà au niveau de la centrale. Donc après ça, je sais pas comment on peut retrouver tout ça, mais si ça Là, je existait suis pas déjà au sûr niveau que des pour l'instant, centrales, c'est en tout cas, enfin, je pense aux chiffres Kantar et autres sur lesquels on travaille. Je suis pas sûr qu'on ait comment cette dire, précision-là, ce cette détail-là, enfin, faut aller précision-là. très, Enfin, ouais. mais effectivement, ça, c'est des choses qui ont dû quand même un petit peu évoluer dans le temps. Ah oui, oui. Oui, Mais oui, je quand même. ne suis pas sûr là qu'on ait les éléments. Mohamed me corrigera dans le chat si lui il pense à d'autres éléments, mais pour l'instant, je pense pas qu'on ait ce niveau de précision. Enfin, si, le poids du halal Mmh. dans le, dans la grande distribution, mais Ouais. pas comment dire les segments Mmh. parallèles entre guillemets de Mais consommation. oui, après, c'est difficile. Et après, il y avait aussi un consultant brésilien, je me souviens, enfin, qui avait fait une présentation un jour et qui disait, voilà, la viande de volaille aussi, la chance qu'on a, c'est que au niveau organoleptique, on la marie avec tout, quoi. Donc, on s'en fiche. Enfin, je veux dire, on met du curry, voilà. Bah, vu qu'elle est... Bon, je vais me faire taper dessus par mais c'est pas qu'elle a pas de goût, mais c'est on peut l'accommoder avec plein de choses et ça permet de varier son menu tout en mangeant quand même tout le temps de la volaille, en fait. Donc du coup, enfin lui, il le présentait comme ça sur le côté, on a une chance d'avoir un produit qui se décline super bien, en plus d'être un produit peu cher entre guillemets, quoi. Enfin, Complètement, ouais. Oui, puis après, il y a, enfin, enfin, entre viande blanche et viande rouge, il y a quand même aussi toute une fraction de la population qui serait prêt à continuer à consommer de la viande blanche, justement pour ses aspects mmh. praticité et autres, et pour des Oui, raisons. et sans compter sur la mauvaise pub qu'il y a malheureusement, hein, le bovin. Enfin, c'est complètement dingue ce qu'on voit parfois sur les réseaux où ils racontent, enfin, ils parlent de milliers de litres d'eau, etc. Et d'ailleurs, c'est chouette, Idel a proposé quelque chose qui vient corriger un peu tout ça, et heureusement, et j'espère que ça va gagner du terrain Après, je pense qu'il n'y a aucune filière, effectivement, qui est à l'abri. D'ailleurs, on l'a vu dans les Ouais, dernières vidéos. mais là, pour le coup, c'est eux qui se font malmener et il y a déjà des gens qui corrigent. Enfin, je veux dire, c'est pareil, il faut aller voir les études sociétales pour pour être plus précis et mieux comprendre les choses et mieux les expliquer. Mais les personnes, il y a une partie, mais après, c'est pareil, c'est probablement marginal, mais il y a une partie de la population qui fait ses achats par rapport au score climat. Et ils avaient parlé de ça d'ailleurs à un moment donné, comme quoi ils allaient mettre au même niveau que l'éco-score, d'avoir, enfin, pas le Oui, Nutri-Score, Nutri-Score, c'est d'avoir déjà. un score climat. Mm. Oui, bah, ça c'est Ouais. pareil. Enfin, le Nutri-Score qui est déjà dans pas mal de pays européens aussi, à part la France. Il y a la note. Enfin, après, bon, il faut qu'on arrive à trouver entre toutes les étiquettes sur le produit la note bien-être animal, la note environnementale. C'est vrai qu'il y a tout un ensemble de choses. Mais c'est là où il faut, comment dire, c'est de la sociologie marketing, mais il faut aller voir Mhm. effectivement le consommateur quand il est inondé de messages sur un produit, lequel est important dans l'acte d'achat. Mhm. Mhm. Complètement. Et Aussi, donc, bien sûr, pour clore le sujet halal, il y avait aussi le fait de la RHD en halal, et ça, effectivement, avant, on voyait pas du tout non plus en RHD.
enfin pas, c'est pas du tout, mais on en voyait beaucoup moins. Le halal est arrivé aussi en RHD. Et le Planet Score a débuté en supermarché sur certaines marques. Et bah, après, c'était un peu, je me souviens quand c'était quand même un peu, enfin pas compliqué, mais oui, c'était un peu bancal quand même au départ. Même au niveau des audits, ça avait du mal à démarrer. On savait pas trop comment ça allait se mettre en place. On savait pas trop comment ça allait fonctionner. Mais c'est vrai qu'il faudrait regarder. Et du coup, donc Monsieur Guillaumard précise, il mange plus de bœuf, mais des avocats. C'est vrai que c'est écologique l'avocat, c'est sûr. Après les kilomètres qu'il fait, l'empreinte carbone. Ah oui, oui, non, mais c'est clair qu'on est, du point de vue production, en tout cas, il y a des choses qu'on voit qui agacent et qui sont incompréhensibles, c'est sûr. Et puis là, je parlais en tant qu'institut technique, mais il y a quand même des questions Ouais. méthodologiques extrêmement importantes sur Ah oui. ces. Enfin, il faut qu'il y ait quand même une certaine homogénéité de calcul, de méthode, etc. Bah, c'est ça, et puis bah, ça peut pas venir pénaliser enfin, je veux dire, un produit comme le foie gras en Nutri-Score, c'est clair que bah, voilà, mais pourtant, bah, c'est hyper important. Il faut acheter, bon là, cette année, ça va être compliqué d'en avoir, mais il y a des choses comme ça, ou même la charcuterie, tout ça, enfin, ça crée des grosses distorsions entre les produits. Selon comment les gens appréhendent ces outils-là, ça peut avoir Ouais, de là, gros c'est pareil, il y a des impacts. premières études, il faudrait creuser un peu plus, mais il y a des premières études sur l'impact du Nutri-Score qui Mm, fait quand même évoluer effectivement certaines consommations. mm. Ça, c'est pareil, là, maintenant que c'est un peu Oui, plus parce qu'il établi. y avait Yuka déjà. Alors là, c'était juste les applications. Je me demande si c'est pas Intermarché qui avait lancé Yuka. Enfin bon, je ne veux pas raconter de bêtises, mais en tout cas, il y avait des. Enfin, ou qui s'est associé avec eux. Mais en tout cas, il y avait Yuka qui avait super bien marché. Je sais pas si c'est toujours le cas, etc. Et après, il y en a eu plein d'autres. Enfin, il y a eu plein d'autres applis qui se sont développées. Complètement, Et ouais. après, Nutri-Score. Et c'est vrai que c'est intéressant. Du coup, vous, à l'Italie, comment vous Bah, suivez ces ce choses-là? dont je parlais tout à l'heure sur l'UMT Bicom, c'est exactement ce genre de choses qu'on peut regarder. Pour l'instant, on a peu d'éléments là-dessus, mais c'est de regarder effectivement, par exemple, toutes ces applications dont on parle qui permettent d'avoir un ensemble des fois multi-scores sur un même produit, de savoir comment ça peut impacter le consommateur. Déjà, quel fragment de la population utilise ça? On a forcément quelques hypothèses, hein, mais de regarder un petit peu plus ça précisément et puis de voir sur l'acte d'achat qu'est-ce que ça peut modifier. Donc là, je disais sur le Nutri-Score, il y a des premières études qui sont sorties, mais Hum, côté institut technique, là, on n'avait pas encore de projet ou d'outils un peu plus qui fassent le lien, on va dire, avec de l'économie de marché et de la sociologie marketing. Et donc là, hum. ça va permettre on va déposer des projets pour regarder un petit peu plus D'accord. ces Donc c'est un phénomènes. UMT qui a été créé quand Il démarre là tout juste, on a Ah créé oui, ça tout juste. cette Ah oui, semaine, d'accord, donc donc on est bon, c'est bon. je sais On est même pas dedans. si je ne trahis pas un peu d'en parler Pas tout de suite. secret. Oula. Enfin, ça a été C'est officialisé, je ne permettrai pas d'en parler, ça n'a pas été officialisé, ça vient d'être validé, mais donc ça veut dire que les d'accord, projets vont seulement être construits là pour démarrer dans les mois et années qui viennent, quoi. d'accord, ça Mais c'est marche. vraiment le prisme, c'est vraiment ça, c'est la rencontre entre le citoyen et le consommateur. Donc merci à tous pour cette participation active au webinaire. Merci pour vos questions. Merci d'avoir suivi le webinaire. Merci à toi, Simon, pour cette présentation. Et Mmh. donc, soyez présents demain. Rendez-vous demain matin pour le webinaire Eco Itavi sur le marché pondeuse et ovoproduits et lapins. Donc, on se dit rendez-vous demain. Merci bien sûr encore aux sponsors de ce webinaire, donc CCPA, Ubar, Biochem et Tecna. Et donc, on vous donne rendez-vous demain. Merci beaucoup. Merci à tous. Et juste pour compléter, Maëva, donc il y a la nouvelle newsletter Itavi qui est parue, donc n'hésitez pas à vous inscrire sur le site de l'Itavi. Et puis rendez-vous demain. Merci à tous.